Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 27 juillet 2025, dernier dimanche du mois de juillet, comptant pour cette année. Dans le grand format de ce jour, nous ferons le point des préparatifs de la fête du 1er août. Comment le Bénin s'apprête-t-il à commémorer le 65e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale? Et surtout, comment votre télévision Canal 3 Bénin vous fera vivre cette fête? Nous en parlerons avec Franck Aounou, rédacteur en chef de Canal 3 Bénin. Nous parlerons également des réformes subies par la loi sur les associations et les fondations. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Quelles sont les innovations et les perspectives? Nous recevrons à cet effet un consultant en management des organisations, Mauna Guevara Dayou. Il est également directeur exécutif de l'ONG Rayon de Sourire. L'invité média de ce dimanche nous vient du quotidien d'information et d'analyse du service public La Nation. Arnaud Doumaron sera donc sur ce plateau pour le décryptage de l'actualité de la semaine, bien évidemment après la revue de presse hebdomadaire de Asomokani à Siongon. L'artiste que nous recevons cette semaine est une jeune pépite qui incarne la voie de l'éveil. Son parcours musical débuté en 2014 est celui d'une ascension progressive, loin des feux de rampes immédiats. Pendant des années, il a œuvré dans l'ombre, peaufinant son art, affûtant sa plume et affinant sa voix. Il a nom Mr. Hope. Nous allons le découvrir dans cette émission. Voilà les grandes articulations du grand format de dimanche 27 juillet 2025. Nous allons démarrer par le journal. Au sommaire de ce journal, nous parlerons du point de presse donné par la police républicaine ce samedi 26 juillet 2025. Le commissaire-major Éric Orouirima était face aux professionnels des médias pour rendre public les premiers rapports, les premiers résultats de l'exercice Faucon Pèlerin 2025. Une vaste opération d'envergure nationale lancée par la police républicaine dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. Les détails dans un instant. Nous parlerons également des préparatifs de la fête du 1er août. Comment le Bénin s'apprête-t-il à commémorer le 65e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale? Et surtout, comment votre télévision Canal 3 Bénin vous fera vivre cette fête à travers un programme spécial, exceptionnel, spécialement conçu pour vous? Nous en parlerons avec Franck Aounou, rédacteur en chef de Canal 3 Bénin. Bonjour Franck. Bonjour Ulrich, bonjour chers téléspectateurs. Nous parlerons de ce programme spécial dans quelques instants. Merci. Nous ferons également un clin d'œil à la communauté musulmane Ahmadiyya qui est actuellement en convention annuelle au Royaume-Uni. L'événement se déroule à Alton dans le sud de l'Angleterre. Cette année, des dispositions ont été prises pour accueillir plus de 40 000 invités. Hommes, femmes et enfants des 4 coins du monde participent à ces 3 jours de spiritualité et d'échange. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par le point de presse donné par la police républicaine. Ce samedi 26 juillet 2025, le commissaire-major Éric Orouirima a rendu public les premiers résultats de l'exercice Faucon Pèlerin 2025. Une vaste opération d'envergure nationale lancée par la police républicaine dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. La présentation de ce premier bilan fait suite à une opération de simulation organisée dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 juillet par le groupement de protection et des opérations spéciales GEPOS. Nous allons suivre le porte-parole de la police républicaine. Ces différentes opérations ont permis d'obtenir des résultats significatifs. En effet, 210 ghettos ont été identifiés et démantelés sur toute l'étendue du territoire national. 260 personnes suspectes, dont 8 femmes, ont été interpellés, 550 motocyclettes d'origine douteuse ont été saisies. Une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits ainsi qu'une importante quantité de produits psychotropes a été saisie. L'expertise de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs permettra de déterminer la nature exacte des produits saisis ainsi que leur quantité réelle. 2 armes à feu de fabrication artisanale
ont été saisis dans ces ghettos. Le dispositif mis en place par l'unité de police fluviale et maritime dans le cadre de cette opération a permis d'arraisonner sur renseignement 2 embarcations artisanales en flagrant délit de transbordement illégal de carburant du navire African Ruby, précisément dans le chenal de Cotonou. 15 personnes ont été arrêtées et mises en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Enfin, une culture de chanvre indien a été découverte dans l'arrière-cour d'une maison et les diligences sont en cours pour la destruction des cultures et l'interpellation du propriétaire des lieux. La police républicaine réaffirme donc sa détermination à préserver la sécurité et la stabilité de notre patrie commune en renforçant constamment les capacités opérationnelles de ces unités pour faire face à toute forme de menace. À l'heure où je vous parle, les descentes sur le terrain se poursuivent et les résultats pourront donc évoluer. Comme je l'annonçais, encore quelques jours pour la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin et pendant que les Béninois s'apprêtent à commémorer les 65 ans de leur indépendance, les villes du Bénin se mettent aux couleurs de la fête. Les drapeaux sont posés un peu partout sur les lampadaires et les poteaux électriques, donnant une nouvelle beauté aux différentes artères des communes. Une équipe de la rédaction a fait un tour dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Voici les images. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. Sentiment de fierté. Beaucoup sont ces Béninois qui le ressentent à quelques jours de la célébration du 65e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Dahomey hier et République du Bénin aujourd'hui, tant d'années sont passées entre ces deux époques et l'histoire est célébrée le 1er août de chaque année. À quelques jours des festivités officielles, les artères des différentes villes du pays sont aux couleurs du drapeau national. L'étendard du Bénin attire les attentions le long des tronçons et surtout à tous les carrefours. Sur pratiquement tous ces lampadaires, ici dans la commune d'Abomey-Calavi, le drapeau vert-jaune-rouge flotte au gré du vent. L'image donne non seulement le ton des solennités qui s'annoncent, mais rend également les artères plus belles avec de nouvelles couleurs. Le constat est pratiquement le même dans la ville capitale économique, Cotonou. D'abord, je vais dire que je suis fier d'être béninois parce que le drapeau qui est déjà placé, ça donne notre image, notre identité. C'est une fête que tout le peuple béninois doit fêter. Et vu toutes les réformes que le président Patrice Talon a fait pendant ces 10 ans, je pense que toute la ville est contente pour célébrer cette fête. L'installation des drapeaux un peu partout donne le signe que la fête sera belle. Le pavoisement des rues dans les différentes villes, du nord au sud du pays, augure d'une commémoration digne du nom. Une nouvelle occasion pour chaque Béninois de célébrer les souvenirs passés 65 ans après. Les manifestations officielles prévues pour l'occasion vont se dérouler comme les années antérieures sur le boulevard de la Marina, notamment sur l'esplanade de l'Amazone. Des voies d'accès par rapport à cette place, qui est cette place de l'Amazone, qui accueille l'événement, ont entièrement été pavoisées par les services techniques de la ville. Nous sommes en train de faire la supervision aussi de tout ce qui concerne la salubrité. Donc c'est le moment de remercier la SGDS avec qui nous sommes en train de faire un travail de qualité
Donc, toutes les voies d'accès avec les carrefours et autres de la ville doivent être nettoyées pour que nous puissions vivre cette fête, célébrer cette fête dans la propriété. À côté du pavoisement des communes, à l'approche de la célébration, le logo commémoratif est lui aussi bien remarquable. Il est conçu pour refléter l'unité du peuple béninois ainsi que sa volonté collective de bâtir un développement durable et inclusif. De toute façon, les préparatifs pour la fête du 1er août 2025 vont bon train. Et justement, pour cette fête d'indépendance, la télévision Canal 3 Bénin sera aux côtés des populations. Un programme spécial est concocté à cet effet pour le plaisir des téléspectateurs. Pour en parler, nous recevons Franck Ezaï Aounou. Bonjour. Bonjour Ulrich. Vous êtes le rédacteur en chef de Canal 3 Bénin. Des nouveautés et des touches d'originalité sont annoncées pour marquer le 1er août 2025. Pouvez-vous nous décliner les grandes lignes des dispositions prises par Canal 3 Bénin pour offrir un programme exceptionnel pour cette fête d'indépendance? Absolument, Ulrich Gaba, chers téléspectateurs, comme vous le disiez tantôt, vous savez, Canal 3 se positionne toujours sur les grands événements pour essayer de tenir en haleine ces téléspectateurs. Et cette année, ça ne va pas raté du tout. Nous allons être aux côtés des populations avec un programme spécial qui est concocté avec des films documentaires qui retracent un peu l'évolution de notre pays. C'est des thématiques variées et très intéressantes que vous aurez à découvrir à travers ces films documentaires que nous vous proposerons. Et ce sera sur la période du 28, c'est-à-dire à partir de demain lundi jusqu'au 3 août. Eh bien, vous n'allez pas chômer du tout si vous vous positionnez sur Canal 3 Télévision. Tenez, il y a par exemple un film documentaire qui sera diffusé ce lundi même à partir de 20h. Vous allez suivre ce film documentaire et juste après, vous aurez un plateau de décryptage pour analyser toutes les images que vous aurez à suivre. Et ce film est par exemple baptisé une attractivité repensée. On parlera du tourisme, on parlera de culture, on parlera également des grands projets qui ont été déroulés depuis 2016 et même bien avant. Fait une comparaison, disons, des temps où le Bénin a connu par exemple l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Et donc, ça va être un tableau qui retrace l'évolution et bien évidemment le point de repère 2016 à aujourd'hui, ce qui a été fait avec le président Patrice Talon. Il y a bien d'autres thématiques que vous aurez. Les routes du progrès, par exemple, on parlera asphaltage, on parlera de la densification du réseau routier. Vous savez que les routes dans notre pays ont été façonnées, ont connu une amélioration terrible du nord au sud et sur les grandes artères également. Nous allons en parler. Il y aura des magazines où nous irons par exemple à la découverte de la police. Vous avez vu tout à l'heure la police républicaine qui a beaucoup évolué depuis 1960. Nous allons voir ce que c'est que par exemple la brigade mixte qui regroupe beaucoup de forces en son sein avec la disparition des BAC et tout. On les retrouve au sein de on parle beaucoup plus actuellement de groupement de protection et des opérations spéciales de GEPOS. Voilà, nous irons en immersion pour voir ce qui s'y passe. Et puis Florent Bossa, que vous connaissez très bien, nous amène en immersion chez les sapeurs-pompiers avec un focus sur les femmes sapeurs-pompiers. Ce sont des héroïnes, vous allez les découvrir en pleine action. Comment est-ce qu'elles font pour affronter le feu? Comment elles font pour affronter par exemple des gens qu'elles doivent aller prendre dans les rues après un accident? Être femme, on pense qu'on n'est pas capable de le faire bien. Les femmes sapeurs-pompiers, et surtout gérer avec le quotidien de la maternité. Voilà, la maternité, comment concilier ce job-là avec les problèmes du foyer et tout. Quel est le mental dont elles se dopent pour essayer de tenir dans l'accomplissement de leur mission républicaine. Vous allez les découvrir. Nous aurons également une émission, ça ce sera le samedi, sur le patriotisme. C'est animé par Tanguy Agoï qui a formé un plateau assez spécial pour les téléspectateurs pour parler du patriotisme, parce que c'est justement à cette occasion-là que nous interrogeons notre patriotisme, à quel niveau ça se trouve. Absolument. Vous avez écouté à l'ADA par exemple, on dit que les jeunes volent le drapeau national. Je pense que ça n'a rien de banal. On doit s'en préoccuper. Et lorsqu'on parle de patriotisme, c'est également cela, le respect du bien public, comment nous nous comportons à une fête nationale avec toute la solennité. Ça, Tanguy Agoï. Comment nous nous comportons au-delà de la fête? Au-delà de la fête, parce que tout le temps, on doit construire
on doit poser des actes qui construisent notre nation. Et la nation, quand on dit nation, c'est nous tous. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les ministres. Eh bien, c'est nous tous et nous devons œuvrer à construire cette nation-là. Il y a des comportements à avoir dans la République. Il y a également la vision politique qui se trouve être le sous-bassement de tout cela. Un film documentaire est bien entendu prévu pour les téléspectateurs à suivre au cours de cette semaine. Donc, tous les jours, vous aurez quelque chose de nouveau. Ce sera la touche particulière de Canal 3 Télévision. Un programme l'accès à l'eau potable. Bien chargée. Une semaine bien chargée et très bien chargée avec un programme spécial qui est concocté. La rédaction, la production, toute l'équipe de Canal 3 est mise en branle pour offrir aux téléspectateurs de bons moments. Nous avons par exemple un magazine sur la découverte de la garde nationale avec l'opération Bouclier. Teddy Goudalon est allé à leur rencontre et nous a rapporté de très belles images. Donc, cette garde nationale qui est souvent déployée justement pour l'opération Mirador et qui lutte actuellement contre ces personnes sans foi ni loi qui déciment la population dans les zones frontalières du Bénin. Et puis, nous irons à la GDIZ où nous allons constater le symbole d'industrialisation et de création d'emplois. Vous voyez, c'est un joyau qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que nous avons des produits que nous pouvons vendre à l'international. Bref, c'est un programme très alléchant que nous allons publier d'ici ce soir, également sur Canal 3, mais également sur nos pages digitales. Justement, c'est ce que je m'apprête à dire, parce qu'en amont du 1er août, Canal 3 Bénin, comment Canal 3 prépare l'ambiance et l'enthousiasme, surtout sur des téléspectateurs, surtout sur ces pages digitales. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la télévision conventionnelle seule, mais il faut être très présent sur l'espace digital. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est là-bas que tout se passe. Et bien, Canal 3 a compris, et aujourd'hui, nous avons les pages les plus dynamiques possibles. Quand vous consultez nos pages, les informations elles sont non seulement actualisées, mais elles sont nouvelles et renouvelées tout le temps. Vous aurez sur les réseaux sociaux, pour ceux qui n'ont pas suivi, par exemple, les documentaires, les films documentaires sur Canal 3 en direct, ceux-là peuvent aller sur nos pages digitales, la page Facebook, YouTube également, qui diffuse en direct toutes nos émissions désormais. Et donc, vous n'avez pas à vous plaindre si vous êtes, par exemple, en voiture, en déplacement, vous êtes quelque part à l'intérieur du pays, et tenez-vous tranquille, ces films documentaires ne se concentrent pas seulement sur la ville de Cotonou et ses environs. Nous sommes allés dans les tréfonds du Bénin pour voir ce que c'est que le Bénin aujourd'hui, le changement qui a été opéré, les réformes qui ont été engagées. Nous avons touché à un peu de tout, et tout cela, vous allez les voir en images. Je garde le suspense, je ne vais pas dévoiler le contenu de ces films documentaires. C'est à suivre et à suivre absolument. La mise en place d'une telle programmation demande un travail considérable, Frakaounou. Comment les équipes de Canal 3 Bénin se sont-elles organisées pour relever ce défi et quels ont été les principaux challenges rencontrés lors de la préparation? Écoutez, sous l'impulsion de nos responsables, depuis près de 2 ou 3 mois, nous sommes à l'œuvre, que ce soit les équipes à Cotonou, les équipes à l'intérieur du pays, à Banikwara, à Parakou, à Natitengo, à Djogo. Tout le monde a été, disons, mis sur le coup, et les résultats sont là. Nous avons de très belles productions que vous aurez l'occasion de découvrir. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez tourné jusqu'à 3 heures il y a quelques jours. C'est comme ça que toutes les équipes, on ne dort pas pour rendre, disons, la période des fêtes de l'indépendance agréable à nos téléspectateurs. Parce que sans eux, nous n'existons pas et nous n'allons pas déroger à la règle. Canal 3 à l'affût de l'information, la passion de l'image. Vous aurez tout cela avec des plans, j'avoue, très bien pris, des plans aériens. Vous aurez de très belles images pour montrer comment le Bénin est en train d'évoluer. Le Bénin fait la fierté désormais des Béninois. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin concernant cette programmation spéciale du 1er août et quelles sont vos attentes en termes d'impact et d'audience? Allez, en termes d'audience, je sais qu'il y a une grande complicité déjà entre les téléspectateurs et la chaîne Canal 3 Télévision. Et c'est pour cela que nous ne ratons aucun événement pour leur donner l'essentiel. Je les invite à suivre la télévision Canal 3 à partir de demain, du 28 du 28 juillet au 3 août. Les programmes ont été concoctés pour les téléspectateurs. Et donc, ce n'est pas du tout, on ne perdra pas le temps en s'asseyant à partir de 20h
poursuivre et nous aurons des tranches de rediffusion pour permettre aux téléspectateurs, ceux qui pour une raison ou une autre n'ont pas l'occasion de suivre ces films documentaires, de suivre ces productions spéciales, et bien de les suivre pour nourrir leur curiosité, pour s'informer surtout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans divers domaines, mais qui ne sont malheureusement pas connues. C'est de notre devoir de faire connaître cela aux téléspectateurs. Et donc, je donne rendez-vous aux téléspectateurs à partir de demain, que ce soit dans Actu Matin, les éditions du journal et les programmes spéciaux qui ont été concoctés. Dans tous les cas, vous ne perdrez pas, vous allez vous informer et vous verrez que le Bénin est en train de changer. C'est une façon également pour nous de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui font beaucoup pour la sécurité de notre territoire, pour maintenir la quiétude dans le pays. Merci à vous, Franck Esaïe Aounou. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Canal 3 Bénin. Et bien, chers amis téléspectateurs, prenez déjà le rendez-vous dès demain, lundi 28 juillet 2025. Et ce sera une semaine bien chargée et agréablement chargée. Merci d'être passé. Merci. Autre volet de l'actualité nationale, le rôle des acteurs des médias reconnu et salué par la commission de la CEDEAO. C'est à travers une initiative intitulée Prix d'excellence dont les lauréats ont reçu leur trophée ce vendredi 26 juillet 2025 et c'était à la faveur d'une cérémonie organisée à Banjul, la capitale gambienne. L'objectif est d'encourager un journalisme de qualité engagé et rigoureux au service de l'intégration régionale et du développement durable. C'est l'une des activités qui marque la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO. 3 journalistes béninois figurent parmi les 12 lauréats. Nous allons suivre. Journaliste à la SRTB, Société de radio et de télévision du Bénin, Alexandra Djotan reçoit le premier prix d'excellence de la CEDEAO pour les journalistes dans la catégorie télévision. Sa production a porté sur les progrès significatifs notés dans la mise en œuvre des actions de la CEDEAO en matière d'intégration économique 50 ans après sa création. Ce vendredi 25 juillet 2025, ici à Banjul, en Gambie, les mérites des journalistes sont salués à la cérémonie de récompense des 12 lauréats sélectionnés par un jury du professionnel. Il faut le dire, c'est un travail d'équipe, puisque je suis en télévision. En télé, on ne travaille pas seul. Je suis allée sur le terrain avec un cadreur. Je suis revenue, le monteur a mis sa touche finale avec bien d'autres acteurs. Et donc, je dédie ce prix-là à toute l'équipe, aux journalistes de Bénin TV. Serge Fanou de la radio Banikwara et Ernest Agota de la radio nationale antenne de Parakou dans le nord du Bénin reçoivent également le prix. Les lauréats venus des États membres de la CEDEAO ont été primés dans la catégorie télévision, radio, presse écrite et médias en ligne. Les productions dans le cadre de cette initiative ont mis en lumière l'impact des politiques, programmes et actions de la CEDEAO sur les conditions de vie des populations avec des thématiques majeures telles que la paix, la libre circulation des personnes et des biens, l'intégration économique, la jeunesse, la sécurité ou encore les droits humains tant dans la région qu'à l'international. Nous voulons changer la vue que les populations ont sur la CEDEAO et on ne peut changer cette vue que par les biais des journalistes. C'est pour cela que nous avons pensé qu'en initiant ce prix, les journalistes des États membres pourront désormais s'intéresser aux vraies réalisations, pourront réaliser un journalisme de développement plutôt que de s'intéresser seulement aux problèmes qui appellent des crises, pourront s'intéresser au bien-être des populations à travers les interventions de la CEDEAO, seulement que de voir la CEDEAO comme une institution qui intervient pour régler les problèmes. Ce moment de célébration des journalistes s'inscrit dans le cadre des manifestations du 50e anniversaire de l'institution. Un demi-siècle de solidarité, d'intégration et désormais de reconnaissance du rôle essentiel des artisans de l'information. Garantir le bon déroulement de la prochaine année académique, c'est l'objectif du séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 qui s'est déroulé du 24 au 25 juillet 2025 à Cotonou. C'est une initiative du Conseil national de l'éducation en collaboration avec les 3 heures de l'enseignement. Les échanges ont mobilisé tous les acteurs clés du système éducatif béninois autour du thème « Défi de l'assurance, qualité dans l'enseignement formel et non formel au Bénin ».
Voici un extrait du point des travaux. Ces 2 journées écoulées ont été très denses, très riches d'échanges, de partage et de concertation. En effet, nous avons posé le diagnostic de l'assurance qualité dans les 3 ordres de l'enseignement en mettant l'accent sur 1. La formation continue des enseignants formateurs, 2. L'encadrement pédagogique des enseignants, 3. Les inspections et les visites de classe, 4. La dynamisation des centres de pédagogie universitaire et d'assurance qualité, l'évaluation des enseignants au point 5. Au regard des conclusions et recommandations aussi pertinentes les unes que les autres, exposées par le rapporteur général du séminaire, les 2 journées sont prometteuses de la réussite de la prochaine année scolaire et universitaire, et cela est un motif de satisfaction pour tous. C'est donc une évidence que le présent séminaire contribuera substantiellement à relever les défis de l'assurance qualité. En témoigne la substance des recommandations et la feuille de route issue du présent séminaire. La pertinence des activités et l'engagement des divers acteurs à leur mise en œuvre effective rassurent sans nul doute d'une bonne réussite de la rentrée et du déroulement de l'année scolaire et universitaire 2025-2026. Le rapport général du séminaire qui vient d'être présenté reflète l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces 2 journées. Ce rapport a également mis en exergue le niveau de mise en œuvre des recommandations et de la feuille de route du précédent séminaire. Ces niveaux sont encourageants, mais demeurent toujours perfectibles. J'exhorte alors les cadres des ministères sous-sectoriels de l'éducation à poursuivre les efforts de mise en œuvre de la feuille de route et des recommandations issues du séminaire passé et d'en tirer les leçons idoines pour l'exécution de nouvelles recommandations et feuilles de route adoptées à l'issue du présent séminaire. Parlons à présent de l'atelier de renforcement des connaissances des douaniers et des agents de la police républicaine sur les méfaits et les enjeux de la lutte contre la circulation des faux médicaments vétérinaires. Les assises meublées de plusieurs communications visent à mieux outiller les participants en vue de définir un mécanisme d'action synergique pour une lutte dans un cadre harmonisé. Imet Hélène Mousso pour les détails. Utilisés pour la prévention et le traitement des maladies chez les animaux, les médicaments vétérinaires jouent un rôle capital dans la préservation de la santé animale et publique. L'emploi judicieux de ces produits permet aux populations de consommer des denrées animales sans agents infectieux, sans résidus et sans microbes porteurs de résistance. Mais depuis quelque temps dans le pays, il est constaté une prolifération ainsi qu'une manipulation inquiétante des faux médicaments vétérinaires. Le fléau a des conséquences sanitaires, économiques, sécuritaires et sociales désastreuses. Le médicament vétérinaire apparaît comme un recours ultime qui nous permet de combattre les maladies animales, mais également de les prévenir. Mais pour que le médicament puisse avoir ses fonctions, il faut qu'il soit de qualité. Et un médicament de qualité doit être détenu par les ayants droit, mais aussi et surtout dans de bonnes conditions. En effet, il n'est pas rare de constater dans les marchés à bétail et marchés ruraux que certaines personnes sans autorisation s'adonnent à la vente officieuse des médicaments vétérinaires. L'utilisation de ces faux médicaments est à l'origine des échecs thérapeutiques, prophylactiques et de la transmission aux humains des germes zoonotiques et d'agents porteurs de résistance, aggravant ainsi les menaces sur la santé animale et la santé publique. Cet atelier se veut un cadre de partage d'expériences et de renforcement de la coordination entre les services vétérinaires et les corps de répression pour des interventions plus efficaces. Il s'inscrit dans une dynamique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour le contrôle du marché des médicaments vétérinaires et aussi pour le renforcement de la souveraineté sanitaire. Dans notre profession, il y a beaucoup de dérapages. Le DE, là, on en a parlé tout à l'heure. Nous avons toujours lutté, mais la lutte que nous menons n'est pas encore celle qui doit être. Et c'est pour cette raison que nous, on se réjouit que vous soyez là, afin que les faux médicaments ne continuent pas par inonder le terrain. Invité pour 3 jours,
douaniers, de même que les agents de la police républicaine, seront plus informés sur la réglementation en vigueur et les méfaits des faux médicaments vétérinaires. Il est également prévu des travaux de groupe puis de partage d'expériences. L'idée est de mieux les outiller afin de définir un mécanisme d'action synergique pour une lutte contre les faux médicaments vétérinaires dans un cadre harmonisé. Cotonou sera jeudi prochain la capitale de la Journée internationale de la femme africaine. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi dans la salle de conférence de l'Institut national de la femme. Justice pour la femme africaine, réparation en vue de la paix et la reconstruction d'une nation prospère, c'est le thème retenu. Reportage. Cette journée célèbre le rôle crucial des femmes dont la contribution est essentielle au développement durable. Elle met également en avant les valeurs cardinales qu'elles incarnent dans la coopération internationale et la promotion de la paix. Les femmes et bien d'autres personnes brillent dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans les secteurs agricoles, on peut dépasser une femme sur la route, on n'en tient pas compte, mais le soir, on a rendez-vous avec elle à table parce qu'elle a produit les légumes que nous consommons. Donc, il n'y a pas moyen de s'épasser de son travail. Elle est une ambassadrice de paix qui s'engage activement dans la résolution des conflits et la promotion de la tolérance, que ce soit pour son engagement dans l'entrepreneuriat, son dévouement dans l'éducation et son rôle crucial dans la gestion des ressources. Elle est au cœur des initiatives qui transforment nos communautés. Son leadership est essentiel pour construire un monde plus juste et plus pacifique au-delà des shows. Nous sommes là pour aider la femme, pour aider les femmes qui sont marginalisées, qui sont restées à la maison, pour montrer au monde que la femme est faite aussi pour l'école. La femme est faite aussi pour travailler, pour le bureau, comme notre marraine qui est là. Cette journée internationale de la femme africaine est coparrainée par l'Institut national de la femme. Nous sommes dans notre mission qui a un volet de promotion du leadership féminin. Nous sommes dans ce combat-là qui passe aussi par la voie de la déconstruction des stéréotypes. Quand on brise les stéréotypes, quand on brise le sentiment que la femme est un être inférieur, en même temps, on brise le socle des violences basées sur le genre. Et c'est pour cela que l'Institut national de la femme, pour cette édition de la GIFA 2025, a décidé de participer à cette activité. Cette conférence internationale est un creuset d'échange pour les femmes autour des défis et opportunités relatives à leur jeune. Lors de la soirée de gala prévue dans le cadre de cette célébration, des trophées seront décernés aux femmes méritantes. Nous allons à présent parler de la rencontre annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni. L'événement se déroule à Alton, dans le sud de l'Angleterre. C'est une convention annuelle qui vise à renforcer le lien entre l'homme et son créateur et à unir les membres de la communauté dans un esprit de fraternité. Cette année, des dispositions ont été prises pour accueillir plus de 40 000 invités. Hommes, femmes et enfants des 4 coins du monde entier participent à ces 3 jours de spiritualité et d'échange. Suivant. Le samedi 26 juillet 2025 a marqué le 2e jour de la Jalsa Salana, la rencontre annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni. L'événement se déroule à Alton, dans le sud de l'Angleterre. Comme chaque année, cette convention vise à renforcer le lien entre l'homme et son créateur et à unir les membres de la communauté dans un esprit de fraternité. Cet événement annuel attire des milliers de participants. Cette année, des dispositions ont été prises pour accueillir plus de 40 000 invités. Hommes, femmes et enfants sont venus des 4 coins du monde pour participer à ces 3 jours de spiritualité et d'échange. Compte tenu de son importance, l'événement est retransmis en direct via satellite pour les téléspectateurs du monde entier avec une traduction simultanée en plusieurs langues: arabe, allemand, russe, français, Hausa, Twi, Yoruba et Swahili. De nombreux discours touchants et spirituellement enrichissants ont été présentés tout au long de la journée par des érudits et des représentants de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le discours principal de la journée a été adressé aux dames par Sa Sainteté Hazrat Mirza Masrour Ahmad, chef spirituel mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya. Cette 2e journée de la Jalsa Salana
a été une véritable source d'inspiration et nul doute que la journée de clôture offrira un final encore plus mémorable. Tout pour le journal, nous ouvrons à présent la deuxième partie du grand format. Voici l'invité de la semaine. Bonjour Mauna Guevara Dayou, vous êtes consultant en management des organisations et directeur exécutif de l'ONG Réunion de Souris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Gaba, bonjour chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Merci à vous de m'avoir invité. Notre discussion porte sur un sujet d'une actualité brûlante et d'une importance capitale pour les tissus associatifs et philanthropiques. Au Bénin, la récente réforme de la loi régissant les associations et fondations. Pendant longtemps, le cadre juridique béninois en la matière reposait sur une législation héritée de la loi du 1er juillet 1901. Et malgré son ancienneté, cette loi a encadré le développement de nombreuses structures. Et comme vous le savez, le Bénin a récemment franchi une étape majeure avec l'adoption et la promulgation le 22 juillet 2025 d'une nouvelle loi dédiée aux associations et fondations. Ce texte de 150 articles vise à moderniser, clarifier et assainir le secteur tout en renforçant la liberté d'association et les principes de bonne gouvernance. En tant que consultant spécialisé dans le management des organisations, vous avez certainement une perspective unique sur les défis et les opportunités que ces évolutions législatives représentent pour les entités de la société civile. L'objectif de cet entretien est donc de comprendre ce qui a fondamentalement changé avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, d'identifier les innovations qu'elle apporte et d'exposer les perspectives qu'elle ouvre ou qu'elle pose justement pour les associations et fondations au Bénin. Selon vous, quel était le principal moteur ou la nécessité derrière l'abrogation de la loi 1901 et l'adoption de ce nouveau texte? D'accord, merci beaucoup. Vous vous imaginez, vous-même vous avez parlé de la loi 1901, ça fait 124 ans que la loi a été votée et qui justement a permis d'encadrer la création, le fonctionnement, la disparition des organisations de la société civile, notamment certains types d'organisations de la société civile. Et je crois qu'il était important et opportun à un moment donné d'opérer des réformes parce que c'est une loi que nous avons héritée de la colonisation et après de l'indépendance des différentes colonies françaises. Et il était important et opportun d'opérer des réformes pour pouvoir les adapter aux réalités de chaque pays. Donc du coup, nous pouvons déjà saluer au fait cette loi 2025-19 du 22 juillet 2025 qui a été promulguée par le président de la République et votée le 9 juillet 2025 par les députés de l'Assemblée nationale. Il faut aussi rappeler que c'est un projet de loi, donc c'est une initiative du gouvernement béninois qui a apporté à la vie l'existence de cette loi-là. Alors, ce que nous pouvons... Quelles sont déjà, selon vous, les grandes modifications les plus significatives introduites par cette nouvelle loi par rapport à l'ancien cadre juridique? Au fond, on ne pourra pas dire qu'il y a eu de grandes innovations. On peut au moins retenir que des dispositions réglementaires qui étaient éparses et qui ne permettaient pas forcément pour les profanes de comprendre le fonctionnement, la création, la mise en place et la disparition de certaines organisations de la société civile ont été regroupées maintenant en un texte unique. Du coup, aujourd'hui, quand vous prenez cette loi, vous pourrez savoir comment, par exemple, on peut créer une fondation. Alors que de par le passé, même quand vous vous rapprochez des agents des différentes structures en charge de ça, compte tenu de l'agent face à qui vous êtes, vous allez avoir différentes informations. Par exemple, on ne savait pas au début si pour créer une fondation, il fallait déjà avoir des fonds disponibles sur un compte, avoir les ressources irrévocables disponibles quelque part avant de créer la fondation. Comment est-ce qu'il fallait commencer la création d'une fondation? Par quel processus il fallait débuter? On ne le maîtrisait forcément pas. Donc du coup, quand vous vous rapprochez des agents, vous avez telle information. Le lendemain, quand vous allez voir un autre agent de la même administration, vous avez une autre information. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, on a défini d'abord clairement ce que c'est que
une association, ce que c'est qu'une fondation, ce que c'est qu'une ONG. Et mieux, c'est qu'on a expliqué ce que c'est qu'une association étrangère, ce que c'est qu'une association nationale. Est-ce que cette nouvelle loi introduit de nouvelles catégories d'associations ou de fondations, ou est-ce qu'elle clarifie davantage les existantes? Non, elle n'introduit pas une nouvelle forme d'association. Bien au contraire, elle vient clarifier au fait les différentes associations et pratiques qui se faisaient déjà. Et compte tenu de l'intelligence commune qui avait été mise en place, comme je l'ai dit, parce qu'après la loi 1901, le Bénin a par exemple eu un décret en 2001 qui a consacré la création des ONG et qui a aussi consacré comment est-ce que les organisations faîtières de ces ONG pouvaient être mises en place. Du coup, les différentes dispositions de ce décret ont été reprises dans le contenu de la loi. Donc, c'est pour ça que je disais au fait que c'est des bonnes pratiques ça et là qui ont été regroupées au fait dans le contenu de la loi. Mais l'une des choses que nous pouvons retenir quand même dans cette loi, c'est que la loi dit spécifiquement qu'il y aura une autorité administrative compétente qui va être mise en place pour pouvoir gérer le monde associatif. Du coup, on aura une autorité administrative compétente qui va se charger d'enregistrer et d'enregistrer les organisations et de leur délivrer le document qui montre que ces organisations sont reconnues en République du Bénin. Il est vrai que si vous ne voulez pas vous faire enregistrer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez créer votre association en 2, 3, 4 et plusieurs personnes. Mais si vous voulez que cette association ait des droits et soit reconnue vis-à-vis des autorités politico-administratives, mais vis-à-vis aussi des tiers, vous devez forcément la faire enregistrer. Oui. L'autre innovation aussi, c'est qu'il y aura un journal d'annonce légale spécifique pour les organisations à but non lucratif. Et notamment, ça permettra au fait de ne plus à ce que les différentes informations relatives, que ce soit à la création, aux modifications ou à la dissolution des organisations à but non lucratif, soient fondues dans la grande masse de ce qu'on appelle le journal officiel où on a toutes les informations qui y passent. Maintenant, c'est qu'avec ce que la loi dit, c'est qu'il y aura un journal spécifique pour les organisations à but non lucratif. Ouais. En matière de gouvernance interne, des associations et des fondations, quelles sont les innovations majeures et comment vont-elles influencer les pratiques de gestion quotidienne, par exemple concernant les assemblées générales, les conseils d'administration, les organes de contrôle? Oui, je ne crois pas que sur ce point, il est encore trop tôt pour le dire, parce qu'on va attendre les décrets d'application qui vont être adoptés. Et la loi l'a dit qu'on dispose de 3 mois pour pouvoir mettre en circulation les décrets d'application. À défaut d'avoir ces décrets dans les 3 mois, s'il y a des décrets qui existaient avant et qui permettaient de répondre à ces pratiques, notamment, ça va être fait. Oui. Mais je peux déjà rassurer les uns et les autres que si vous devez avoir remarqué dans l'évolution et dans les pratiques, notamment les bonnes pratiques, oui. Avant, par exemple, on avait généralement un organe délibérant, l'Assemblée générale. On avait un organe d'administration, le conseil d'administration ou le bureau, ou tout le nom qu'on veut lui donner. On avait un organe de contrôle qui, au début, se faisait appeler commissariat aux comptes, mais qui, au fond, n'était pas un commissariat aux comptes. Donc, de plus en plus, ce qui est fait sur le terrain, c'est que le nom de commissariat aux comptes a été remplacé par le nom de conseil de surveillance. Ouais. Et ensuite, vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle une direction exécutive, un secrétariat exécutif qui est cette partie de l'organisation qui va être de façon opérationnelle et travailler sur le terrain. Maintenant, cette particularité, c'est que ces personnes-là peuvent être recrutées. Et mieux, c'est que déjà avec le Code général des impôts, on avait déjà dit que toute personne qui est membre d'une organisation et qui se retrouve à être salarié de cette organisation ne doit pas être payé à plus de 10 fois le SMIC qui est valable en République du Bénin. Donc il y a déjà des bonnes pratiques et des dispositions qui existaient et qui vont forcément être reconduites à travers les différents décrets qui vont être adoptés. Oui. Est-ce que cette nouvelle loi aborde de façon spécifique les financements des associations et des fondations et quels sont les changements les plus marquants à cet égard et leur implication pour la viabilité économique de ces structures? Bien évidemment que la loi aborde les financements. Mais comme je le dis, il y avait déjà de bonnes pratiques qui existaient. Déjà, depuis le 1er janvier 2024, on a le système comptable
relative aux organisations à but non lucratif qui permet aujourd'hui de mieux organiser la comptabilité des organisations à but non lucratif. Mais ensuite, ça permet de pouvoir organiser et diligenter des audits de ces organisations. Et mieux, pour ceux qui ne voient pas encore venir, c'est qu'on pourra par la suite aussi faire des redressements fiscaux aux organisations à but non lucratif. Ah bon? Oui, à partir déjà du 1er janvier 2024, l'OHADA a déjà adopté un système comptable spécifique aux organisations à but non lucratif. Donc, justement, de façon expresse, même si le nom système comptable à but non lucratif n'a pas été exprimé dans la loi a quand même prévu les dispositions expresses pour que les organisations de la société civile puissent tenir une comptabilité plus rigoureuse, puissent tenir une comptabilité qui réponde aux exigences légales et régionales qui s'imposent en République du Bénin. Ensuite, il faut de façon régulière publier son rapport d'activité, son rapport financier. Et mieux, la loi dit, et comme je l'ai dit, c'était déjà de bonnes pratiques qui se faisaient, c'est qu'à chaque fois que l'État soutient que l'organisation bénéficie d'un financement public, l'organisation doit pouvoir adresser un rapport d'activité, un rapport financier à l'État ou à son démembrement qui l'a soutenu. Mais mieux, c'est qu'à travers le journal d'annonce légale, on va pouvoir publier au fait les rapports d'activité et les rapports financiers des organisations à but non lucratif au plus tard, je crois, les 4 premiers mois de l'année en cours pour les bilans de l'année écoulée. Ouais. Et quels sont les principaux défis, de façon précise et concise, quels sont les principaux défis auxquels les associations et fondations pourraient être confrontées dans l'application de cette nouvelle loi, particulièrement pour les petites structures et celles qui manquent de ressources? Alors, les défis sont nombreux, les défis sont nombreux, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que forcément, il y a aujourd'hui des sanctions pénales. Des sanctions pénales, au fait, qui vont être appliquées. Et ça aussi, ça c'est l'une des innovations qu'on peut au fond retenir. Je ne suis pas là pour apprécier si elle est bonne, si elle est mauvaise, mais on peut retenir quand même qu'il y a des sanctions pénales aujourd'hui qui vont s'appliquer, que ce soit aux membres d'une organisation à but non lucratif ou aux dirigeants d'une organisation à but non lucratif lorsqu'ils ne vont pas respecter la mise en œuvre ou les dispositions prévues par la loi. Donc il y a certaines dispositions spécifiques de la loi et pour la violation de ces dispositions spécifiques, les sanctions ont été prévues. Soit c'est des sanctions pécuniaires, donc les personnes seront amenées à payer, verser de l'argent au trésor public, soit les personnes vont être privées de leurs droits civils et politiques, notamment par exemple le droit de vote, ou ces personnes-là peuvent être amenées à voir leur libre circulation être restreinte. Donc voilà ce que je peux dire. Mais au fond, on peut aussi dire que cette loi-là est venue repréciser un aspect qui, ma foi, va un peu faire beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que déjà, on était conscient que les associations étaient apolitiques. Bien que certaines associations, sous le couvert de ce caractère apolitique, avaient l'habitude, parce qu'elles sont des associations de bonne gouvernance, de se prononcer sur certains aspects spécifiques de la vie. Aujourd'hui, la loi est venue rappeler que les associations à but non lucratif qui sont encadrées par cette loi, et elle a bien spécifié qu'elle n'encadre pas les associations relatives aux chefferies traditionnelles, les syndicats et les regroupements politiques ou associations politiques. Du coup, toute association qui devra émettre des avis sur la vie politique devra en fait prendre beaucoup de garde et beaucoup de dispositions pour pouvoir émettre son avis. Parce que là, le risque qu'il y a là, c'est en émettant l'avis, est-ce que c'est un avis technique, est-ce que c'est un avis non technique, est-ce que c'est un avis politique? Donc, au fait, c'est là un peu qu'on peut voir qu'il y a peut-être une petite confusion qui peut s'opérer pour certaines organisations. Est-ce que vous pensez que cette loi favorise ou entrave la capacité des organisations à innover et à s'adapter aux besoins changeants de la société béninoise? Non. Je pense plutôt, et je crois l'avoir dit déjà à l'entame,
Moi, par expérience, quand moi j'ai lu la loi, je me suis rendu compte au fait que c'était différentes dispositions, notamment des décrets par-ci, par-là, un arrêté par-ci, par-là, et la loi 1901 qui a été mise ensemble au fait pour pouvoir permettre aujourd'hui à ce que chacun de nous qui opérons justement dans ce milieu-là sensible, qu'est les organisations à but non lucratif, de savoir réellement sur quel pied nous dansons et comment est-ce que nous évoluons. Et comme je vous l'ai dit, il y avait, par exemple, pour la création des associations, des fondations, notamment beaucoup de confusion qui s'opérait. Ouais. Avant, quelqu'un pouvait créer une association, mais la faire dénommer une fondation. Et quelqu'un pouvait créer une fondation et dire est-ce que c'est une association. Mais aujourd'hui, grâce à cette confusion. Voilà. Aujourd'hui, grâce à la loi, il n'y aura plus de confusion, puisque au fait, il y a déjà eu la clarification conceptuelle dans la loi qui permet de savoir quels sont les différents types d'organisations à but non lucratif qui peuvent exister en République du Bénin, quels sont les critères auxquels elles doivent se conformer, quelles sont les normes auxquelles elles doivent se conformer. Donc du coup, je crois que le champ aujourd'hui est très large aujourd'hui pour les organisations à but non lucratif d'innover, et je crois que beaucoup d'innovations sont déjà faites, et aujourd'hui, mieux qu'hier, les tests sont plus adaptés pour pouvoir répondre à cet intérêt général, à cette volonté d'améliorer la vie de nos populations. Oui. En tant que consultant, comment votre expertise peut-elle accompagner les associations et fondations dans cette transition vers le nouveau cadre légal? Ben, évidemment, en tant que consultant, nous allons juste inviter les organisations à but non lucratif soit de se rapprocher de leurs services juridiques ou de se rapprocher des personnes les plus compétentes pour les aider, les accompagner justement dans cette transition, puisque la loi a déjà dit dans cette disposition transitoire qu'on a un délai de 9 mois pour pouvoir se conformer aux dispositions de la nouvelle loi. Et ce délai de 9 mois, puisque la loi a été promulguée le 22 juillet 2025, je crois que ce délai de 9 mois court jusqu'au 21 avril 2026. Donc jusqu'au 21 avril 2026, nous avons le champ large au fait pour nous conformer aux nouvelles dispositions de la loi qui a été votée et adoptée. Et bien évidemment, nous avons encore 3 mois pour que certains décrets d'application puissent être pris. Et à partir de là, nous savons maintenant que nous avons les outils nécessaires pour pouvoir nous conformer comme cela se doit au contenu de la nouvelle loi. Voilà. Merci à vous, Maouna Guevara Dayou. Je rappelle que vous êtes consultant en management des organisations et directeur exécutif de l'ONG Rayon de Souris. Merci d'avoir agrémenté notre journée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse hebdomadaire. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2026 et la Commission électorale nationale autonome indique la conduite à tenir pour être candidat. À ce sujet, Bénin Intelligence soulignait quelques-unes des pièces à déposer en parlant de déclaration de candidature, parrainage, quitus fiscal. La course à la présidence s'ouvre officiellement avec la publication le jeudi 24 juillet des pièces exigées par la Sénat. Les prétendants à la magistrature suprême devront présenter un dossier rigoureusement constitué pour espérer franchir la première étape. Alors, pour Fraternité, la piste de la course pour la magistrature suprême s'éclaire un peu plus. À moins de 9 mois de l'élection présidentielle d'avril 2026, la Sénat a rendu publique la décision fixant les pièces constitutives du dossier de candidature à la présidence et à la vice-présidence de la République, une étape capitale qui clarifie les exigences légales et ouvre la voie à la préparation effective des prétendants. Désormais, plus d'excuses pour ceux qui aspirent à diriger le Bénin. La liste des pièces à fournir est connue et détaillée. Il s'agit entre autres de déclarations de candidature physique et dématérialisées, 28 parrainages d'élus issus d'au moins 15 circonscriptions,
cautionnement de 25 millions de francs CFA, quitus fiscaux, certificat de résidence, casier judiciaire, preuve de désignation politique, etc. La balle est désormais dans le camp des duos président-vice-président qui doivent rassembler les éléments requis et anticiper toutes les démarches administratives nécessaires. Dans sa publication du mardi, Fraternité faisait état d'une nouvelle tentative de décrispation de Patrice Talon à l'endroit des pays de l'Alliance des États du Sahel. Du moins, il maintient sa main tendue aux pays frères de la dite alliance. Dans un geste aussi inattendu que symbolique, le gouvernement béninois a en effet invité 2 pays membres de l'AES aux festivités officielles marquant la 65e fête de l'indépendance du Bénin, notamment au défilé militaire prévu le 1er août prochain. L'annonce a été faite lundi par Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole de l'exécutif. Cette décision marque la volonté de Cotonou de retrouver les bonnes relations avec ces pays et le retour de la collaboration sous-régionale contre l'insécurité transfrontalière. Dans ce contexte de tension, l'invitation adressée par le Bénin à 2 de ces pays à participer à sa fête nationale apparaît comme une action diplomatique audacieuse. Elle s'inscrit dans une série de gestes de détente engagés par le président Patrice Talon depuis plusieurs mois. Et en matière de coopération, l'économiste du Bénin parlait de celle entre le Bénin et le Nigeria, avec bientôt une zone économique spéciale à Kétou pour booster les échanges. Le matin d'expliquer qu'en Conseil des ministres, le mercredi 23 juillet 2025, le gouvernement béninois a déclaré d'utilité publique un site à Kétou pour abriter une future zone économique spéciale dédiée à la production et transformation de céréales en forte demande au Nigeria. À travers cette décision, le gouvernement du président Patrice Talon entend franchir une étape décisive dans sa vision de développement, en l'occurrence la coopération économique avec le géant de l'Est qu'est le Nigeria. De son côté, Bénin Intelligence s'attardait sur la rencontre avec le patronat pour écrire que le président Patrice Talon, qui a rencontré le vendredi 18 juillet dernier au Palais de la Marina le patronat du secteur privé. Dans une ambiance décontractée, les échanges visaient à bâtir avec les acteurs économiques un écosystème favorable à l'investissement et à une croissance partagée. Moment d'écoute et de partage, la rencontre a permis au chef de l'État de souhaiter l'importance de créer un climat serein et propice à la parole libre. La Nation, le rapporteur qui déclare « J'ai souhaité échanger avec vous de manière conviviale, sans stress. C'est pour cela que j'ai voulu que ce soit un petit cocktail », a laissé entendre Patrice Talon pour expliquer les conditions spécialement créées pour favoriser les discussions. Le président de la République a salué les avancées économiques du pays au cours des dernières années, fruit d'un effort collectif et d'un environnement de plus en plus rassurant. Le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Si l'environnement reste attractif, même sans ressources naturelles exceptionnelles, tout le monde peut grandir, de l'artisan au grand industriel, l'a-t-il poursuivi sous les ovations de son auditoire. Pour Fraternité, les interventions des chefs d'entreprise ont été unanimes sur la clarté de la vision du gouvernement et la qualité du dialogue. Cette rencontre a permis de faire émerger un message fort. Le Bénin s'affirme comme une vitrine crédible pour l'investissement en Afrique grâce à la stabilité de son cadre institutionnel, la transparence de sa gouvernance économique et la lisibilité des ambitions portées par l'État. Les patrons d'entreprises sont repartis, confortés par le sentiment de savoir l'État à leur côté, notamment nourrissant constamment l'ambition de renforcer les partenariats économiques. Dans la suite, le matinal notait que l'appel à manifestation populaire lancé par le collectif des organisations démocratiques du Bénin contre de prétendus enlèvements politiques n'a pas été suivi le mercredi 23 juillet 2025. Un boycott qui sonne comme un cinglant revers pour les initiateurs de ce mouvement d'humeur. Leur appel lancé à l'endroit des populations pour aller battre le macadam et dénoncer
de prétendus kidnappings de citoyens ou encore exiger la liberté de détenus ou exilés politiques n'a pas été suivi. Le billetiste de Fraternité titrait mercredi « Centriste recentré dans un positionnement avantageux et utile à la négociation ». Certains hommes politiques désirant jouer les faiseurs de roi à une certaine époque avaient choisi le centre, une posture de funambulisme qui justifiait la condamnation de tout ce qui émanait de gauche ou de droite. Refusant toute idée d'alliance ou de coalition, ces non-alignés disaient incarner la troisième voie. Avec fierté et philosophie, ils professaient le ninisme, ni pour Soglo, ni pour Kérékou. Si ce positionnement politique pouvait s'avérer payant dans certaines circonstances, il est devenu inopérant depuis quelques années. Les tractopelles de la réelle politique ont rasé tout le centre du paysage politique, projets de société et groupes d'intérêt compris. Il faut dire qu'il n'y avait là rien d'aussi solide que le granit. Depuis, les hommes qui représentaient ce courant de pensée bien opportuniste sont toujours présents sur la scène politique, mais ils ont jeté leurs anciens idéaux aux orties. Désormais, ils sont alignés pour talons. Fin de cette revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. L'invité média que nous recevons ce dimanche nous vient du quotidien d'information et d'analyse de services publics La Nation. Bonsoir Arnaud Doumarou. Bonjour cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Comme d'habitude, nous aurons 3 sujets d'analyse et de commentaires. Le tout premier est purement politique. Il y a de nouvelles forces politiques qui sont fatiguées par la bipolarité de l'arène politique. Elles se sont mises ensemble pour donner une nouvelle voie qu'elles réclament centriste. Quand on regarde la dynamique politique actuelle, au-delà des personnalités, quels sont selon vous les facteurs structurels et sociétaux qui ont historiquement alimenté cette bipolarité, talon Yahi bien évidemment, et dans quelle mesure l'émergence de ces nouvelles forces politiques peuvent-elles donner une réponse à de nouvelles aspirations citoyennes? Je dirais d'abord que de contexte, partir de contexte, pour dire Yahi Talon, c'est une bataille qui dure depuis plus de 10 ans, je crois, plus de 10 ans, puisque Yahi a fait 10 ans déjà, et Talon est presque en fin, mais notamment à partir de 2012. Et on a l'impression que ça va se rejouer en 2026, ou que c'est une évidence que ça se joue en 2026, parce que vous savez que, prenons par exemple le cas de la présidentielle, les parrainages, et ces parrainages doivent aller donc au président du parti. Vous voyez? Et lorsque vous prenez au niveau des démocrates qui va recevoir ces parrainages-là, je crois que c'est le président Boni Yahi qui va recevoir ces parrainages-là, et qui se chargera certainement en concertation, sans doute avec les autres, de désigner et de faire parrainer le candidat du parti. Vous allez également de l'autre côté, au niveau du président Patrice Talon, on ne va pas faire 2026 sans lui. C'est les partis qui soutiennent son action, notamment les partis qui sont en mesure d'avoir les parrainages, les présidents de ces partis, sans doute, échangeront avec lui. En un mot, il part, mais son ombre continue de planer sur les deux partis. Mais il a dit qu'il sera très actif. Ouais. Il a dit qu'il sera actif dans le cadre de ces élections de la présidentielle 2006. Il a dit. Et donc, vous comprenez donc que on ne peut pas, à la date d'aujourd'hui, parler de 2026 sans Patrice Talon et Boni Yahi. Et donc, vous avez l'impression de 2 matchs au retour. Parce qu'il y a eu le match de 2016, oui, de 2016, parce que Boni Yahi avait été en posture d'ancien président et soutenait un candidat, et donc avait voulu mettre un dauphin. En 2026, on aura un certain Patrice Talon qui sera en posture d'ancien président et qui voudra mettre donc un dauphin. Et en face, vous aurez donc la machine Yahi qui devra donc contrer donc les ambitions là
Est-ce qu'il réussira? On ne sait pas. Mais toujours est-il que lorsque vous regardez un peu, et seulement ces deux personnes, ces deux personnalités, sont en mesure, à la date d'aujourd'hui, de prétendre, donc, de soutenir un candidat qui, potentiellement, au regard du code électoral, sera en mesure, donc, de postuler parce que capable d'avoir, donc, les parrainages. Vous voyez, donc, et en quoi ces nouvelles formations peuvent représenter de nouvelles aspirations pour le pays? Oui, mais lorsque vous regardez un peu, donc, depuis quelques années, donc, plus de 10 ans déjà, cette bataille qui va se rejouer en 2026, c'est de bon ton que certaines formations politiques se disent, mais est-ce qu'il faut laisser le pays? Est-ce qu'il faut laisser le pays dans ce ping-pong-là, dans cette bataille Yahi Talon, encore pour les 10 prochaines années? Parce que sans doute, le président qui viendra en 2026 fera 5 ans, plus 5 si tout va bien. Et donc, est-ce qu'il faut rester encore dans cette bataille-là? Et non seulement ça, vous avez suivi sans doute l'honorable président de la Commission des lois, le président de la Commission des lois, Orden Aladati, qui parlait donc de la loi, du code électoral et de ce qui a été prévu par rapport à l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'est agi de parler donc de la guerre avec le PRD, a essayé de montrer les schémas qui ont permis aujourd'hui d'avoir 3 forces politiques à l'Assemblée nationale, à savoir le BR, l'UP et les démocrates. Et apparemment, il y a aussi une autre force. Il y a une force, il y a une possibilité d'avoir une autre présence à l'Assemblée nationale. Et d'où, lorsqu'on parle de 3e voie pour les auteurs, ils ont envie d'aller donc arracher cette place-là, déjà par rapport au Parlement, et également par rapport à la présidentielle elle-même. Ces forces-là se disent, eh bien, nous ne sommes ni Yahi, nous ne sommes ni Talon, et sans doute qu'il y a des Béninois qui ne se retrouvent pas dans cette guerre Yahi Talon et qui ont envie quand même de constituer cette 3e voie-là. Est-ce que cette force-là parviendra-t-elle à occuper véritablement ou à supplanter la machine politique Yahi et la machine politique Talon? Ça, c'est une grosse équation. Oui, déjà, quelles sont les stratégies concrètes que ces nouvelles forces politiques peuvent adopter pour s'ancrer durablement dans le paysage politique et crédibiliser leur capacité à offrir une alternative significative et inclusive plutôt qu'à être simplement une 3e voie éphémère? Évidemment, parce que là, je dirais que c'est toute la problématique. Parce que quoi qu'on dise, la réforme de 5 partisans a obligé les uns et les autres à aller vers de grands ensembles. Aujourd'hui, ceux qui sont dans ces ensembles-là savent qu'ils ne jouent que leur suivi politique dans ces ensembles-là. Bon, lorsque vous quittez ces ensembles, en tout cas dans le contexte actuel, vous aurez véritablement du mal à vous repositionner politiquement pour les 5 prochaines années, parce qu'après 2026, les élections qui suivront seront, en tout cas, on les aura 5 ans après, donc en 2031. Vous voyez, donc, si ces fautes-là déjà, ou ceux-là qui essaient de se mettre ensemble autour du parti Nouvelle Force Nationale, arrivent déjà à se mettre ensemble, à mettre ensemble un mécanisme qui oblige les uns et les autres à rester dans cet ensemble, ce serait déjà un premier pari gagné pour ces acteurs-là. Et l'autre chose, parvenir également à convaincre l'opinion de ce qu'ils ont des propositions véritablement dignes de ce nom, ils ont des offres politiques dignes de ce nom, qui sont à même donc de contribuer au mieux-être des uns et des autres. Parce que c'est à ce à quoi d'abord aspire le peuple béninois, un mieux-être. Donc je pense que déjà, faire l'effort, premier pari, de rester ensemble au-delà des échéances de 2026, parce que lorsque vous écoutez les uns et les autres, vous constatez qu'il y a au sein de cette force qui se clame la 3e, qui ambitionne supplanter la machine Yahi Talon, vous regardez dedans, vous avez des acteurs de l'opposition. La NFN elle-même, ce parti est de l'opposition. Vous avez également certains mouvements qui soutenaient il y a peu le mouvement OB, Olivier Bocor, dont on n'entend plus parler maintenant, mais certains acteurs étaient quand même des soutiens de Olivier Bocor. Et puis, autour de la gouvernance Talon, justement. Autour de la gouvernance Talon, justement. Ouais. Et puis d'autres comme Jean-Baptiste Runga, qui est également dans le parti en gestation aussi, ou qui a créé le parti, mais qui attend les documents officiels. Et donc, ça veut dire que lorsque vous regardez un peu la configuration aujourd'hui de cette force qui se dit la 3e, vous voyez au sein de cette configuration des acteurs de la mouvance, des acteurs de l'opposition, et qui aujourd'hui se démarquent pour dire, nous aujourd'hui, nous ne voulons plus rester
dans la machine, il y a étalon. Oui. Donc, au regard justement de cette composition hétéroclite, est-ce qu'il y a véritablement des chances que cette formation puisse véritablement atteindre son but? C'est ça, c'est pour ça que je parlais de pari, de défi. Le défi, c'est de pouvoir d'abord rester ensemble. Parce que c'est les acteurs qui sont à l'intérieur de cette force qui se dit la troisième aujourd'hui. Si certains acteurs arrivent à obtenir le récépissé définitif au niveau du ministère de l'Intérieur, est-ce qu'ils ne vont pas chercher à quitter cet ensemble-là? Est-ce qu'après les élections de 2026, s'ils parvenaient à décrocher des sièges au niveau communal ou au niveau législatif, est-ce qu'après, est-ce ne fait pas s'exploser de l'intérieur? C'est pour ça que je dis, s'il reste déjà dans la dynamique, dans l'esprit d'iPhone, ses partisans, de dire en sorte qu'il vaut mieux rester ensemble pour faire plus grand. Je pense qu'ils auront une chance, peut-être une chance, de pouvoir quand même décrocher des sièges et de pouvoir donc se faire une place. S'imposer comme véritablement troisième voie. Véritablement sur une troisième voie, c'est ce qui est politique. Dans le deuxième sujet, nous parlerons des premiers afro-descendants qui reçoivent leurs attestations de nationalité. Au-delà de la cérémonie, quelle est la signification profonde de cette première attribution d'attestation de nationalité à ces afro-descendants pour le Bénin? J'ai eu la chance de vivre cette cérémonie-là. Je crois que, en tout cas, l'un des récipiendaires, sinon que la dame, Dame Wilson, mais quand elle a reçu le document, elle a explosé de joie. J'avais l'impression, vous savez, que nous sommes des Béninois, et puis je ne me vois pas prendre mon attestation de nationalité et faire des photos, me réjouir autrement, outre mesure. Mais lorsque vous voyez des afro-descendants, prendre ce document-là et s'exploser de joie, c'est de l'émotion à fleur de peau. Vous dites que sans doute certains véritablement avaient besoin de cette identité-là, de retrouver cette identité retrouvée, et que le Bénin ne s'est pas trompé en optant pour donc la nationalité, ou l'octroi de la nationalité à ses fils, parce qu'on ne sait pas d'où ils sont partis. Donc à ces acteurs-là ou à nos frères qui sont partis et qui aujourd'hui ont envie de retrouver leur terre, de retrouver l'Afrique mère. Vous voyez? Donc je pense fondamentalement que au-delà de ce qu'on lit dans les documents, on voit à la télévision, lorsque vous vivez en live cette cérémonie, vous vous dites qu'il y avait un besoin quelque part. Ils avaient une soif ardente, ils avaient une soif de leur identité, justement. Nous n'avons pas le même besoin. C'est vrai qu'un accent particulier est mis sur l'aspect identitaire, mais quels sont les potentiels impacts économiques, sociaux et diplomatiques de cette politique de retour et de reconnaissance de la nationalité pour les afro-descendants? Évidemment que lorsque vous recevez une telle attestation, d'abord vous vous sentez désormais attaché à cette patrie-là. Ouais. Vous avez pour mission également de promouvoir les valeurs de cette patrie. Et ils se sont engagés, en tout cas à travers les porte-parole également, à faire la promotion à des ambassadeurs de cette nationalité-là ailleurs. Moi, je crois que d'une manière ou d'une autre, ça devait pouvoir agir. Parce que si, je voyais déjà certains, dans certains pays, on dit, mais moi, j'ai la nationalité, telle nationalité. Parfois, généralement, c'est occidental. On dit, mais c'est la nationalité française, alors qu'on est aussi béninois. Ouais. Mais on n'est même pas souvent la nationalité béninoise à l'avant. Mais on dit, mais en avant, on dit souvent, mais c'est la nationalité française. C'est déjà ces afro-descendants qui ont soif de ce document-là, pour ce que j'ai vu et vécu au cours de cette cérémonie solennelle chargée d'émotions, si déjà ils ont soif de cette nationalité, de cette identité retrouvée-là, ouais. Je pense que fondamentalement, ils seront de véritables ambassadeurs. Reste qu'on ne nous a pas décliné les critères sur la base desquels on a pu octroyer, remettre ces documents. On l'a pas clairement exposé au cours de la cérémonie, parce que ça, c'est aussi important. Ouais. Il faut que à chaque... si on veut véritablement l'organiser en cérémonie officielle, si ce n'est pas juste dans les couloirs du ministère de la Justice que l'intéressé reçoit son document, et si c'est en cérémonie solennelle, tel que nous l'avons vécu hier, il faudrait justement qu'on mette en avant les qualités de ces personnes-là, qu'on mette en avant les aspects, les critères auxquels ils ont répondu et qui véritablement leur a valu ces documents-là pour donc pour inciter d'autres également à remplir les mêmes critères et à s'approprier du document. Donc je crois que c'est très bien de penser aux autres de cette façon-là. Parce que généralement, c'est de ceux qui n'ont l'air de rien du tout. Mais lorsque vous constatez que des gens ont soif
de tel document, vous ne vous en rendez pas compte. Hier, dans la salle à Sami City, pour nous autres qui étions un peu derrière, nous avons dit, mais ah bon, ces documents, nous l'avons à la maison, et puis pour nous, c'est comme si, bon, c'est gagné d'avance, on ne voit pas véritablement la valeur d'un tel document. Non, voilà, je crois que le Bénin a bien fait, en tant que pays également. C'est une vraie passerelle entre les afro-descendants qui ont soif justement de leur retour aux sources, au retour à leur identité. Et je pense que c'est une belle trouvaille et des dispositions sont prises également justement pour permettre à certains de postuler. Et je pense que c'est le plus important déjà à retenir. Ça permet quand même à tous ceux-là qui ont soif de retrouver la terre de leurs ancêtres de pouvoir le faire. Et le Bénin fait partie des tout premiers pays à véritablement ouvrir ce portail qui est aussi numérique d'ailleurs, et par lesquels justement ceux-là peuvent postuler, et c'est déjà un grand pas à ce niveau. Récemment, j'avais suivi l'un des afro-descendants lors d'une manifestation Ouida, qui disait, mais quand, dans le cadre du vote de la loi, qu'il disait qu'au président Patrice, il a dit au président Patrice Talon qu'il faut que tous les députés présents votent la loi, pas seulement la mouvance. Et puis après, quand on l'a appelé pour lui dire que tous les députés présents ont voté, il a dit quoi, que franchement, il était en joie. Parce qu'ils ont véritablement besoin également de ce document-là. Donc je crois que c'est un pas de franchi, mais véritablement important, et qu'il reste donc cela à faire un suivi, parce qu'une chose est d'attribuer le document, également de suivre pour voir quelles sont les retombées qu'on a eues, quels sont les impacts, et après de faire un bilan pour dire voilà, à telle personne nous avons attribué les documents. Au bout de 5 ans, voilà ce que nous avons pu faire, obtenir en termes de gains au plan culturel, au plan diplomatique, au plan économique. Voilà ce que nous avons pu engranger pour la nation. Et que désormais, on voit véritablement que ces personnes-là, partout où elles passent, elles brandissent cette nationalité-là avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur. Déjà, les Vaudondais qui attirent véritablement tous ces afro-descendants, donc ils ont aussi maintenant la nationalité, d'avoir la possibilité plutôt d'avoir leurs attestations de nationalité. Nous allons à présent aborder le troisième sujet qui est relatif aux préparatifs de la fête de l'indépendance. Nous aurons droit au défilé comme d'habitude, mais beaucoup d'innovations sont annoncées. Changement de treillis, des pelotons renforcés, un accroissement de vecteurs aériens et la parade de la brigade de surveillance des plans d'eau. Quelle est la signification stratégique de ces innovations militaires pour la défense et la sécurité du Bénin, surtout dans ce contexte géopolitique régional de sécurité? Évidemment, le contexte est très bien choisi quand même pour remonter un peu la morale des troupes, parce que vous savez que on célèbre malheureusement ce 1er août dans un contexte également où le Bénin est véritablement attaqué dans la partie nord, où les forces armées tentent de tout faire pour défendre l'intégrité territoriale. J'ai souvent l'impression que à ces occasions du défilé, on les célèbre et on leur doit bien cela, parce que vous savez que la question de sécurité n'est pas, c'est pas une affaire, c'est pas une question gagnée d'avance. C'est des hommes et des femmes qui donnent de leur vie pour protéger les nôtres. Donc je pense qu'ils méritent véritablement ces occasions, ces moments de solennité, de célébration, de reconnaissance de ce qu'ils fournissent comme effort. En termes de symbole, je crois que c'est bien fort. C'est vrai que lorsque nous célébrons le 1er août, nous ne voyons pas seulement l'aspect, ça nous donne également l'opportunité, l'aspect militaire, ça nous donne également l'opportunité de faire des bilans de notre cheminement depuis les indépendances, comment est-ce que nous parvenons donc à nous assumer sur un certain nombre de plans, au plan social, au plan politique, au plan économique, au plan culturel. Donc, je crois que c'est important. C'est une célébration très importante, mais plus encore pour nos forces armées qui véritablement sont de temps en temps de plus en plus victimes de cette insécurité régionale et sous-régionale. Et je crois qu'avec les innovations, au-delà de ces innovations, du treillis dont nous parlons pour le 1er août, spécialement ce 1er jour-là, il y a eu d'autres innovations avant. La mise en place des systèmes de reconnaissance, d'accompagnement des enfants de ces militaires qui déposent
les armes qui ont passé la main à côté, oui. Voilà, véritablement. Et également les décorations, les différents types de décorations. Et peut-être qu'on pourrait davantage faire ces décorations à ce moment-là également. Vous voyez que les encourager, les soldats au front, pas seulement la marche, au-delà du défilé, également trouver ces moments-là pour certains les distinguer à l'occasion du 1er août. Donc je pense que publiquement, je crois que c'est véritablement important. Ouais. On sait aussi que les artères des grandes villes du Bénin sont aux couleurs du drapeau national. Nous avons lu le communiqué du maire d'une ville qui exhorte la population à éviter de voler les drapeaux de décoration. Pourquoi vous riez ? C'est vrai que cela fait sourire, mais de notre côté, nous avons également les opposants qui profitent de la fête nationale pour exhorter le président de la République à convoquer les assises nationales pour la réconciliation et la cohésion nationale. Comment les autorités peuvent-elles aller au-delà de l'événementiel du 1er août pour inscrire durablement la recherche du patriotisme dans le quotidien des citoyens? Évidemment, parce que lorsque on vole des drapeaux, à la veille du 1er août, je ne sais pas. Ça vous a fait sourire. Mais véritablement, c'est incroyable, tout simplement, de mon point de vue. Parce que, d'abord, je ne sais pas. Certainement que. Vous ne pouvez pas couper de drapeau. Certainement que la personne veut décorer sa propre chambre, ou peut-être sa propre maison. Pas quand même. Pas avec le drapeau béninois. Donc je crois que vous ne pouvez pas couper de drapeau et circuler. Vous ne pouvez pas prendre le drapeau à monsieur tiens d'ailleurs. Je crois que c'est véritablement de l'incivisme et qu'il faut sévir. Qu'il faut sévir parce qu'il faut décourager de tels actes. Parce que vous savez que le drapeau, c'est le symbole, c'est le pays. C'est le pays. Ouais. Et donc si quelqu'un vole le drapeau, ça veut dire que cette personne-là, imaginez... Ça pose un véritable problème. Ça pose un véritable problème. C'est ce qu'elle a mesure de faire. Donc je crois que déjà, lorsqu'on voit le drapeau, il y a une sorte de respect vis-à-vis. C'est juste qu'on a l'impression que c'est juste un tissu cousu avec quelques couleurs. Mais lorsqu'on est en présence, en face du drapeau, il y a une attitude, il y a un respect. Lorsque vous allez parfois dans une administration, vous venez vers le drapeau, vous levez la tête, ça vous rappelle quelque chose, ça vous dit quelque chose. Donc, ça, véritablement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut voler les drapeaux à l'occasion du 1er août. Je crois qu'il faut véritablement peut-être mettre en place un comité de veille et arrêter ces acteurs-là et les punir sévèrement. Absolument. Donc, je crois que c'est important. Et l'autre chose, c'est qu'au niveau communal, on a commencé par avoir l'impression qu'il n'y a plus le même enthousiasme en termes de célébration, alors que c'est une fête nationale. C'est vrai que les manifestations officielles sont à Cotonou, mais il faut que cette politique qu'on avait avant, c'est une autre très bonne politique, où il y avait une certaine effervescence dans chaque commune, on organisait beaucoup de trucs autour de la célébration, que ce ne soit pas juste que le maire se lève et fait juste au dépôt de gerbe, et rentre chez lui, et puis ça s'arrête là. Je crois que on paie quelque chose en termes de célébration au niveau communal. Même si les manifestations officielles sont à Cotonou, les manifestations communales qu'on voyait avec beaucoup d'entrain, de festivités culturelles, et c'est pas, même les militaires au niveau communal essaient quand même de faire des petits défilés, quelques petites marches pour quand même tenir en haleine la population, montrer que c'est notre fête identitaire, la plus grosse fête identitaire d'ailleurs, puisque chaque commune, vous avez les fêtes des Haïzons, les Reménons, mais lorsque après les micro-fêtes, c'est tout le Bénin. C'est tout le Bénin, ça doit être véritablement un moment de joie, un peu comme les autres fêtes, les petites fêtes identitaires. Là, si c'est une fête identitaire, on dit c'est le moment de l'année au cours duquel nous... Tous les Béninois se réunissent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Évidemment. Voilà. Merci à vous Arnaud Doumaron, bon dimanche à vous et merci. Nous allons à présent observer, mesdames et messieurs, une légère pause publicitaire, le temps d'installer l'artiste du jour. Il sera là tout à l'heure et vous allez le découvrir. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable.
bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Dans le foisonnant paysage musical béninois, une étoile montante attire l'attention par sa détermination inébranlable et son message porteur d'espoir. Son nom, Adokbe Kwenanyon Gilbert, plus connu sous le nom de scène Mr. Hop. Né le 18 janvier 1990, Mr. Hop n'est pas un artiste comme les autres. Il incarne la persévérance et la conviction de la musique que la musique peut être un puissant vecteur de changement. Son parcours musical a débuté en 2014 et celui d'une ascension progressive loin des feux de rampes immédiats. Pendant des années, Gilbert a œuvré dans l'ombre, peaufinant son art, affûtant sa plume et affinant sa voix. Chaque note, chaque texte est imprégné de son vécu, de ses observations du monde, de son pays, de son désir profond de monter les consciences. Son énergie contagieuse se ressent dans chacune de ses créations, témoignant d'une détermination sans faille à impacter positivement son auditoire. Aujourd'hui, Mr. Hop sort de l'ombre avec la ferme intention de partager ses œuvres avec un public toujours plus large. Sa musique, à la croisée des genres, est une invitation à la réflexion, à l'introspection et à l'action. Il ne se contente pas de divertir, il aspire à élever, à inspirer, à galvaniser. Et comme nous sommes à la veille de la fête du 1er août, Mr. Hop nous exhorte à être fiers de notre pays. Le Bénin, c'est le cadeau qu'il nous offre ce dimanche. Nous allons suivre. De mon pays, pays plein de culture. Nous sommes des Noirs bénis, c'est pour ça on nous appelle des Béninois. Pays d'Angélique, Kidjo, Dimon, Ousso, Sago, Randanialou. Les beaux gars, les belles go sont baissés, ouah. Ici, c'est le Bénin qui gagne. Je suis fier d'être béninois. Yeah. Je suis fier d'être béninois. Oh. Je suis fier d'être béninois. Yeah. Je suis fier d'être béninois. Oh. Man, regarde. Tu vois, tout ça, ce sont les histoires de nos ancêtres. Les vaudous, fétistes, sorcellerie du type. En tout cas, on devait raser tout ceci et mettre des modules de classe. Clairement, jeune homme, il s'allume ici. Ce que tu traites de sorcellerie
à protéger tes ancêtres. Soyez fiers d'être béninois. L'Amazon, Choga frère, nous sommes vraiment non compris, Agoma Iwe, oui c'est Vivi. Bon, nous mettons Jolo, bon, nous mettons Jolo, et Jolo est pour ma couille en haut. Nous mettons Jolo, J'ai planté Mr. Hop, de son vrai nom, Adokwe Kwenagnon Gilbert. On l'appelle Mr. Hop sur la scène musicale. Vous avez bien constaté que justement dans ce clip, il y a l'identité nationale qui est dedans. Mr. Hop, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Adokwe Kwenagnon Gilbert, c'est votre nom à l'état civil justement. Mais... Ouais. Alias Mr. Hop. D'où vient Mr. Hop? Mr. Hop, ça vient de mes vécus. Ça vient de ce que j'ai traversé, mes traumas et les réalités de ma vie. Voilà. Mr. Hop, c'est un monsieur qui est toujours abaissé, un monsieur qui est toujours laissé pour compte et qui n'a pas appris à abandonner aussi. Et voilà. Et pourquoi précisément Mr. Hop? Mr. Hop, c'est ce monsieur-là qui est toujours en haut, malgré qu'on le rabaisse, qu'on le tire vers le bas. D'accord. Vous avez débuté en 2014 et vous avez travaillé plusieurs années dans l'ombre avant de partager vos créations. Qu'est-ce qui vous a motivé à persévérer durant toute cette période et quels étaient vos plus grands défis? En réalité, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas, je viens de le dire tout à l'heure. Never give up, exactly. Je n'ai pas appris à abandonner malgré les difficultés. Et quand on dit Mr. Hop, ça résume déjà tout. Ça part déjà de moi. Ne pas abandonner. J'ai pris tout ce temps parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Franchement, beaucoup de choses que je ne vais pas rentrer dans tous les détails là. Si nous avons les histoires sur ce plateau. Mr. Hop, parce que la musique de base, j'adore écouter la musique. Et à chaque fois, quand tu écoutes quelque chose, quand tu fais quelque chose, la répétition est pédagogique, ça fait un secondo. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose, ça devient une habitude. Ouais. Et voilà, je ne dirais pas que je suis né avec, mais c'est une passion. Ouais. Comment se déroule alors votre processus de création musicale, de l'idée initiale justement jusqu'à la finalisation d'un morceau? Quelles sont les différentes étapes clés que vous abordez souvent, vous, en termes, quand vous voulez créer votre art? Souvent, je regarde tout ce qui est autour de moi, tout ce qui se passe souvent. Je m'inspire de tout ça pour essayer de créer quelque chose. Et souvent, je vais aller directement au niveau de la fier d'être béninois. D'accord. Fier d'être béninois, c'est parce que j'ai beaucoup de monde, beaucoup d'amis de l'autre côté. Souvent, quand tu leur dis de venir ici, ils disent « Oh non, c'est un pays un peu compliqué. » De l'autre côté, là, c'est où ça? Je parle de la France, Londres, États-Unis, Italie, un peu partout. D'accord. Et quand tu leur dis « Viens découvrir un petit peu le Bénin, c'est un bon pays, viens. » Ils vont te dire « C'est un pays de sorcellerie en griffe, parce que ça parle de leur culture. » Ah bon? Oui, parce que... C'est ce qu'ils pensent du Bénin. C'est ce qu'ils pensent vraiment du Bénin. Et un jour, quelqu'un a poussé un peu de curiosité, descendu ici. Et il m'a dit, mais écoute, franchement, c'est pas l'image que j'avais du Bénin. Et aujourd'hui, j'ai trouvé autre chose carrément. Et de là, après, quand il est reparti, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas sortir un truc pour montrer réellement que c'est un beau pays, un pays qui parle des réalités, un pays qui adore sa culture. Et voilà, c'est d'où Fier d'être béninois est sorti. Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer de véhiculer un peu partout pour que les gens puissent prendre conscience de ce qu'on a de plus cher au Bénin. Et c'est notre culture, c'est notre identité et il faut le mettre en valeur. Ouais. Un cadeau que vous nous offrez justement pour ce 1er août, je suis fier d'être béninois. Quels sont les artistes? J'ai remarqué déjà que il y a un mélange de gens dans votre musique. Quels sont les artistes locaux ou internationaux, bien évidemment, qui ont un impact significatif sur votre parcours, peut-être sur votre enfance, on ne sait jamais? Ouais, je dirais, merci beaucoup, je dirais d'abord Sago Andanalo que j'aime beaucoup. Là, je vois.
C'est un vieux que j'aime beaucoup. Le pépé national. Justement, le ragouet. J'aime beaucoup ce vieux. Franchement, il fait des merveilles. Et en dehors de lui, je dirais Angélique Kidjo, qui est sur le plan international un peu partout. Et après ça, voilà, c'est ceux-là qui m'inspirent. Il y a plus d'autres artistes qui vous inspirent à part il y a plein d'artistes, ces icônes-là. Il y a plein d'artistes, mais moi, mon choix, c'est souvent sur ces deux. Ouais. C'est peut-être que je les verrai un jour, peut-être, mais c'est ceux-là qui m'inspirent beaucoup. Voilà. Non, certainement qu'ils vous suivent actuellement là. Et peut-être quand je lui diront Mr. Hop, je t'ai entendu, j'ai entendu ta doléance, je vais bien te recevoir aujourd'hui. Et vous parlez de la détermination dans vos chansons. Vous dites que vous voulez élever les consciences. Comment définissez-vous ce concept dans le cadre de votre carrière musicale et quels sont les sujets ou les thèmes que vous abordez pour atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé? Ok. Souvent, en fait, moi, je dirais, excusez-moi si je parle un petit peu de moi, je vais parler en profondeur. Je suis un enfant de rue. Un enfant de rue qui a connu réellement la rue. Ce n'est pas la rue que d'autres évoquent souvent dans leurs chansons, mais je l'ai vécu réellement. Et souvent, quand tu viens de là, tu comprends beaucoup ce qu'on appelle la misère, ce qu'on appelle beaucoup de choses. Et souvent, je m'inspire de tout ça pour parler un peu, pour réveiller les consciences, pour dire ceux qui sont dans la rue ne sont pas que des mauvais. Hein. Ils sont là dans la rue parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont allés parce que c'est cette dernière porte-là. Et c'est par là. Et voilà. Moi, je viens de là. Aujourd'hui, si je dis pas à quelqu'un que je viens de la rue, personne ne saura si j'ai connu la rue réellement. Ouais. Donc, et comment percevez-vous aujourd'hui l'évolution de la scène musicale au Bénin? C'est vrai que vous êtes en train de faire votre entrée. Quelle est la place que Mr. Hop souhaite prendre dans l'arène musicale au Bénin? Moi, j'ai juste envie de dire aux gens, de montrer réellement, de porter la culture, de parler réellement de mon pays. Et c'est cette place-là que j'ai juste envie d'occuper. Je n'ai pas envie de copier, j'ai juste envie d'être moi. Est-ce que c'est tout? Ouais. Je sais que vous avez un autre son dont vous n'avez pas encore réalisé justement le clip. Nous allons le découvrir ensemble pour permettre à nos téléspectateurs de mieux connaître à Mr. Hop. Justement, le son va passer, mais vous êtes tous à l'antenne ici et vous allez fredonner justement avec nous. D'accord, pas de souci. Bakoko, Ajala, Onile wa moao, Onile wa mandaba, Majo, Bakoko, Ajala, Así que monata una upea, así que monata una upea, Saldo kele kpali eglo Toche wenu Mende mana vlado techeme Ndo na gbe kan ro kanu Do kan popo no no yo yo do Asike mo data onto na upe Majo, Bakoko, Ajala,
chanson, justement, on a tendance à penser à une chanson initiatique. Est-ce que je me trompe? Oui, je dirais initiatique, mais bon, pour permettre à tout le monde de pouvoir vivre réellement la chanson, je préfère le côté initiatique. Parce que ça a rapport avec la culture, donc du coup, il faut permettre à tout le monde de comprendre, de vivre réellement la culture. Et quel est le message derrière la chanson? Le message est très simple, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. Et ce qui est de chez toi, tu ne peux pas laisser aller dire que tu iras t'imprégner de ce qui est de l'autre côté, quoi. Parce que ce qui vient de chez toi, c'est ce que tu maîtrises bien, c'est ton sang en fait. Donc en réalité, c'est le résumé du son. Ça parle de ce qui est chez nous. Il faudrait réellement qu'on mette ça en valeur, qu'on comprenne qu'on vient d'un coin, d'un lieu, d'un pays, d'un continent, qu'on doit mettre réellement ça en valeur. Ouais. Voilà. Je constate que vous insistez beaucoup plus sur la réclamation et l'appropriation de l'identité culturelle. Justement, c'est important. C'est important. Un être qui ne maîtrise pas, qui ne reconnaît pas réellement son identité, il est perdu. Tout à l'heure, vous avez dit que Samouran Danialo vous a beaucoup influencé, mais dans la chanson, justement, j'ai senti comme une touche de Samouran Danialo. Justement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ben, l'inspiration, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, ben, je ne peux pas rentrer dans... je peux pas faire de la musique traditionnelle moderne comme ça sans m'inspirer de lui. Parce qu'il a tellement fait qu'aujourd'hui, on doit lui rendre hommage et on doit lui reconnaître réellement ce qu'il a laissé comme héritage. Ouais. Et c'est important. Donc... en même temps, il continue toujours de partager. En même temps, c'est de lui que voilà, l'inspiration est arrivée. Et puis, c'est de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, justement. Maintenant que vous partagez vos créations avec le grand public, puisque l'aventure a commencé depuis 2014, quels sont vos projets immédiats? Un album, des clips, des collaborations? Quels sont les projets? Ouais. Des clips, oui. Des collaborations, pas de souci. C'est en cours. Permettez-moi de souligner deux trucs. Je vous en prie. Les artistes au Bénin, on est tellement complexes. Je dirais pas, est-ce que je dirais complexé ou complexé, je dirais. On n'a pas l'ouverture d'esprit, on n'a pas le partage, en fait. On n'a pas cet esprit d'équipe, de travailler. Parce que quand vous avez vécu des mésaventures? Oui, je préfère rester comme ça et ne pas en parler. Si vous me permettez bien sûr. Alors, quels sont alors pour Mr. Hop les plus grands défis qui vous attendent, surtout selon vous, dans cette nouvelle phase de votre carrière artistique? Moi, c'est d'être vraiment sur le plan international, de pouvoir remplacer un jour peut-être Angélique Kidjo. Ça, c'est un gros défi. Justement. Ce n'est pas impossible. Vous avez dit que vous êtes toujours up et que c'est votre mind, c'est le never give up. Never give up, exactly. Donc, si c'est comme ça, je vous souhaite beaucoup de travail. Parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Justement. Oui. Merci Nous beaucoup. avons une surprise pour vous, Mr. Hop. C'est vrai que je vous ai connu par la musique, mais vous ne faites pas que la musique. Je ne vais pas dire ce que c'est. Je vais vous laisser découvrir et laisser aussi les téléspectateurs découvrir. Ok. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Hein. Vraiment. Au-delà justement du chanteur que nous avons sur le plateau, c'est aussi un masseur. Parlez-moi un peu de ce côté que vous avez et que vous travaillez aussi. Ouais. En fait, je dirais, en dehors de la musique, je suis dans la médecine douce. Quand je dis la médecine douce, ça a rapport avec le bien-être, les massages, la réflexologie, le côté... je suis aussi un coach sportif, que ce soit le sport d'entretien ou le sport de compétition, parce que j'ai eu à coacher aussi des bosseurs. Celui qu'on appelle Logo Clément Lapantais. Oui. Je suis souvent avec le doyen Boko Georges. Il m'a formé aussi. J'ai eu à quitter le Bénin pour le Togo pour la formation dans le domaine de la bosse. Okay. Et dans le massage, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai commencé par le côté tradi. J'ai commencé à ressouder les fractures d'os et tout. Et en dehors de ça, je me suis perfectionné
J'adore toucher le corps humain, j'adore toucher ce que Dieu a créé, et voilà. Bon. Ici, nous parlons musique, même si nous allons faire rapidement une transition pour découvrir justement notre artiste dans toute sa globalité. Quel est le message que Mr. Hop souhaiterait partager, adresser à ceux qui nous suivent en ce moment et qui découvrent, qui sont en train de découvrir sa musique? À tous ceux qui me suivent, à tous mes fans, précisément, permettez-moi d'abord de remercier Canal 3. Canal 3 fait partie de ces chaînes-là qui ont... C'est d'abord la première chaîne qui a publié, qui a diffusé ma chanson. Je le dis merci, je vous dis merci, monsieur Gava. C'est moi. Et toute l'équipe qui, en tout cas, vous êtes des belles personnes, franchement. Et j'ai beaucoup aimé. Merci d'abord pour ce que vous faites pour la jeunesse sur le plan musical. Ouais. Parce qu'on dirait, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des organes qui prennent soin de ces artistes-là? Mais en réalité, il y a Canal 3 qui est là, que je dis merci en passage. Et voilà. Et je dirais à tous mes fans d'être câblés. Tout est en cours. Et je compte les faire plaisir. Et voilà. Ouais, très bientôt. Très bientôt. Oui. Ouais. Nous saluons aussi Ghislain Style Agwoji, le président d'honneur de l'amicale des jeunes leaders de Cotonou, justement du Bénin. Il nous accompagne souvent dans tout ce que nous faisons et il nous aide aussi. Il nous ouvre un grand portail pour les artistes. C'est toujours bien de travailler avec lui. Il nous accompagne sur toute la ligne. Il y a aussi d'autres également qui le font avec nous. Eh bien, nous allons terminer par le scénario habituel. Mr. Hop va nous offrir une chanson en acapella, une chanson de votre choix. D'accord. Pour le 1er août, moi, je pense que je vais vous donner ce petit truc-là rapidement pour le 1er août. À votre aise. Ouais, allez-y. Fier d'être béninois. Oh, je suis fier d'être béninois. Et viens, je te parle de mon pays. Pays plein de culture. Nous sommes des Noirs bénis, c'est pour ça qu'on nous appelle des Béninois. Pays d'Angélique Kidjo, Jimon Ousso, Sagbo Randanialou, les Bogas, les Belgos sont versés. Ici, c'est le Bénin qui gagne. Merci. Merci à vous, Mr. Hop. Merci, c'est moi qui vous remercie. Surtout. Eh bien, mesdames et messieurs, merci à vous surtout du courage pour cette belle carrière musicale que vous embrassez. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir sur Canal 3 Bénin, de vous donner un coup de pouce pour mieux vous faire connaître. C'est notre manière aussi d'accompagner les œuvres de l'esprit et célébrer le génie créateur des artistes béninois. Ce sera tout pour cette émission. Mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Portez-vous bien.